Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. À la une de l'actualité, signature ce samedi 15 novembre à Doha au Qatar d'un accord de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23. Ce document donne lieu à une nouvelle étape d'un processus de paix. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend la tête de la CIRGL pour un mandat de 2 ans. La prise de fonction du président de la République est intervenue ce samedi 15 novembre 2025 à Kinshasa, à l'occasion de la tenue du 9e sommet de cette organisation africaine. Et puis la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons humanitaires a été évoquée lors du dernier Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État. Les ministères en charge de l'Intérieur, Transport et Défense nationale vont travailler en étroite collaboration pour créer les conditions sécuritaires et logistiques pour y parvenir. C'est la grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais et le M23 ont signé le cadre de Doha. Il s'agit d'un document qui donne lieu à une nouvelle étape d'un processus de paix, mais sous haute surveillance internationale, sous l'égide de l'État du Qatar. Cette signature est intervenue ce samedi 15 novembre. Le cadre de Doha pour l'accord de paix est un document que Doha présente comme une nouvelle étape importante dans le processus de paix en cours et comme un document de référence fondamental pour le processus de paix plus large. Et pour sa part, dans un communiqué de presse en rapport toujours avec cette signature, le gouvernement de la République explique que ce protocole, que les protocoles qui découleront de cet accord cadre permettront notamment de sécuriser les corridors humanitaires, de faciliter l'accès des organisations humanitaires et d'engager des actions urgentes pour répondre aux besoins essentiels des communautés affectées. Cet accord s'articule autour de 8 protocoles qui résument toutes les problématiques de la crise. Le mécanisme de libération des prisonniers signé le 14 septembre 2025, le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu signé le 14 octobre 2025, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et le DDR, et aussi l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, et enfin 8, la justice, la vérité et la réconciliation. Dans l'actualité, on parle également de la République démocratique du Congo qui a pris depuis ce samedi 15 novembre la tête de la CIRGL. C'est la grande nouvelle de la tenue dans la capitale congolaise du 9e sommet de cette organisation africaine. À sa prise de parole, la première après sa prise de fonction, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a choisi la clarté. Il dit qu'il assumera la présidence tournante de l'organisation pendant non seulement 2 ans, mais avec humilité et détermination, mais surtout avec l'ambition d'engager un travail concret sur la paix et la sécurité. Devant les chefs d'État et de gouvernement, le président congolais a dévoilé une feuille de route articulée autour des réformes institutionnelles, d'un effort renforcé contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et d'une coopération judiciaire accrue entre États membres dans un contexte marqué par la persistance des crises régionales et les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa entend faire de ce mandat un outil de stabilisation et de crédibilité politique.
Aussi, on parle de la construction et la modernisation des routes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui vont contribuer à accroître le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays voisins, évalués aujourd'hui à 800 millions de dollars américains long, et d'ici 5 à 10 ans, ces échanges pourront atteindre 1,5 milliard de dollars américains, et ce grâce à ces infrastructures. Déclaration du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Il a déclaré au cours du segment de haut niveau en marge du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL tenu ce samedi à Kinshasa. En 2024, la RDC a exporté 80 000 tonnes de cacao, a ajouté le ministre du Commerce extérieur. Reportage Obed Kambale. Panéliste ce vendredi 14 novembre 2025 à Kinshasa, au segment de haut niveau de l'intégration économique régionale, en marge du 9e sommet des chefs d'État et du gouvernement de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL, qui s'est tenue ce samedi dans la capitale congolaise. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a encouragé la construction de l'ensemble des routes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, car elles vont accroître le volume des échanges commerciaux. Devant les délégués des pays membres de la CIRGL et des opérateurs économiques, le ministre du Commerce extérieur a, au nom du gouvernement congolais, salué la culture du cacao qui s'intensifie dans la partie est de la RDC. Il y a un ensemble de routes qui relie l'Ouganda à la RDC et qui constitue en fait des opportunités d'intégration économique régionale entre nos deux États. Je me rappelle du temps où j'étais gouverneur, les volumes des échanges entre la RDC et l'Ouganda étaient situés autour de 400 millions de dollars l'an. Mais aujourd'hui, comme ministre du Commerce extérieur, lorsque j'ai révisité les statistiques, les volumes des échanges aujourd'hui entre la RDC et l'Ouganda se situent autour de 800 millions de dollars là. Donc nous approchons les milliards des échanges commerciaux entre la RDC et l'Ouganda, ce qui est un indicateur important entre nos deux pays. Et donc, il y a de quoi encourager la construction de ces routes qui vont encore accroître davantage les échanges commerciaux entre nos deux pays. S'agissant particulièrement du cacao, on est arrivé l'année dernière à un prix qui avoisinait les 10 000 dollars par tonne de cacao. Et l'année dernière, on a exporté autour de 80 000 tonnes de cacao en province de la partie est de la RDC, ce qui en moyenne nous donne autour de 800 millions de dollars. Signalons que la construction de ces routes augure le développement des villes et agglomérations se trouvant le long des frontières entre ces deux pays. Le Rwanda et la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est autour de ce thème que l'université Omnibus a organisé le vendredi 14 novembre une conférence à la paroisse Saint-Léopold autour des professeurs, étudiants et d'autres invités. Ce moment scientifique a eu comme conférencière Michel Wang, journaliste d'investigation et experte de la région des Grands Lacs. Patrick Moreau et Gabriel Missidi y ont pris part pour le compte de Digital Congo. Suivez. La chute du léopard ou encore Rwanda assassin sans frontières, ces livres rédigés par cette journaliste britannique démontrent sa passion pour l'histoire de la RDC, mais aussi son souci de voir la paix être rétablie dans l'Est, d'où notamment le choix porté sur elle par l'université Omnibus pour cette conférence qui lui a permis de brosser un tableau peu luisant sur l'évolution de la situation dans l'Est de la RDC, alimenté par le régime rwandais dont le président Paul Kagame a passé plusieurs années à soigner son image à l'étranger. Mais à ces jours, cette image n'est plus la même à cause des dénonciations qui viennent de toutes parts. Je pense que oublier quelque chose de dire fait partie d'une vraie évaluation de Paul Kagame qu'on est en train de faire à l'étranger. Ça prend du temps, c'est très long, mais j'ai vu déjà avant que mon livre est sorti en anglais, il y avait un livre écrit par une
À la suite de son intervention, plusieurs participants ont défilé devant cette tribune pour proposer eux aussi des pistes de solutions pour rétablir la paix dans l'Est, notamment en recourant à l'armée numérique, mais aussi en soignant l'image de la RDC à l'étranger. Mais au-delà de tout, une inquiétude a aussi été mise en évidence, notamment que la question congolaise puisse épuiser le monde qui risque finalement de prendre acte de cette instabilité dans l'Est sans pour autant agir. Dans l'actualité, notez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 14 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la 67e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement Souminois II. Dans une atmosphère de rigueur et d'engagement, les membres de l'exécutif national ont pris part à cette rencontre stratégique marquée par des échanges nourris autour des enjeux sécuritaires, humanitaires, sanitaires et infrastructures du pays. Ainsi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans la foulée redonné au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, également des Transports et de la Défense nationale, de travailler en étroite collaboration afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires à la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma dans l'est du pays. Le président de la République a enjoint les membres du gouvernement concernés, sous la coordination de la Première ministre, à se mobiliser sans délai, notamment le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui doit veiller à la gestion rigoureuse des financements mobilisés et à leur orientation rapide vers les besoins prioritaires. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale ont été chargés de poursuivre les échanges avec les États partenaires et les organisations internationales afin de finaliser les modalités pratiques des engagements pris à Paris et d'assurer les suivis diplomatiques requis. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, est appelée à préparer, en collaboration avec les partenaires, un plan d'intervention d'urgence destiné à renforcer l'assistance aux populations déplacées. Concernant spécifiquement la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, le président de la République a formellement instruit les vice-premiers ministres de l'Intérieur et du Transport, ainsi que celui de la Défense, de travailler de manière conjointe afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires. Cette coordination devra intégrer les recommandations du CICR, notamment en matière de protection des aéronefs, des circulations des humanitaires et des garanties de sécurité. Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entreprise de la Première ministre sur l'état d'avancement des actions envisagées. Et puis, montage d'immondices déchets, plastiques dans tous les coins, insalubrité sans appel. L'image de la capitale est déplorable, vous le savez sans doute, et le chef de l'État qui a évoqué cette question au cours de cette même réunion du Conseil des ministres a annoncé la convocation très prochaine d'une réunion avec toutes les parties prenantes sur cette problématique afin d'une part évaluer les mesures déjà prises sur ce dossier et d'autre part arrêter des décisions immédiates et contraignantes. On croit le compte-rendu de cette réunion faite, vous l'avez suivi par le porte-parole du gouvernement. Toute défaillance avérée fera objet des sanctions sévères. Je propose d'écouter une fois de plus Patrick Muller. Les amas d'immondices qui jonchent nos avenues, les marchés insalubres, les caniveaux obstrués et les déchets plastiques qui envahissent nos cours d'eau traduisent un manque de suivi manifeste dans la gestion de la salubrité publique. Les conséquences sont multiples et graves, notamment la pollution de l'environnement, encore la propagation des maladies hydriques. Face à cette situation qui ternit gravement l'image de notre capitale, qui met en péril la santé de nos concitoyens et compromet le fonctionnement harmonieux de la cité, le président de la République convoquera sous peu une réunion d'urgence qui réunira l'ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du gouvernement central qu'au niveau du gouvernement provincial, ainsi que les services techniques intervenants, afin de valuer sans complaisance l'exécution de mesures déjà instruites et sur cette épineuse question et d'arrêter les cas échéants des décisions immédiates et contraignantes. Il a prévenu que toute défaillance avérée fera l'objet des sanctions exemplaires
sans aucune forme d'indulgence et qu'il n'est plus question de tolérer la négligence, l'inaction, encore moins la complicité dans un domaine aussi essentiel que celui de la salubrité publique. Et puis on parle encore de cette vague de motions de défiance en province contre les gouverneurs ou encore des pétitions contre les chefs des assemblées provinciales. Le président de la République a tapé du poing sur la table lors de cette même 67e réunion du Conseil de ministres. Félix Antoine Tshisekedi a mis en garde des responsables des formations politiques qui seraient, selon ces informations, les tireurs des ficelles. C'est ce que dit ici Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces. Cette dérive est inacceptable car elle sape le fonctionnement régulier de l'État et menace les aspirations légitimes de nos populations à la paix et au développement. Des informations concordantes lui parvenues font état des manœuvres de déstabilisation orchestrées depuis Kinshasa par certains leaders politiques ou autorités morales qui manipulent les élus provinciaux pour satisfaire des intérêts partisans contre les développements de la République démocratique du Congo. Le président de la République a affirmé avec gravité que cela doit cesser immédiatement. La République ne peut tolérer que des ambitions personnelles ou des calculs politiciens prennent en otage la gouvernance provinciale et au-delà le pays. Les institutions provinciales ne doivent plus être instrumentalisées comme espace de marchandage ou de pression entre acteurs politiques. En conséquence, il a chargé les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur ainsi que les services d'intelligence habiletés de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention afin de détecter et de neutraliser toute tentative d'ingérence ou de manipulation, et ceci sans museler tout droit ou expression démocratique. Les présidents de partis politiques et regroupements politiques ont été chargés de rappeler à l'ordre leurs membres impliqués dans ces pratiques et à veiller à une stricte discipline interne. Le président de la République a demandé aux élus provinciaux de se conformer rigoureusement à la Constitution, aux lois de la République et à l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. Enfin, il a mis en garde tous ceux qui s'adonneraient à l'organisation, au financement ou à l'incitation à la déstabilisation des institutions. Des mesures exemplaires seront prises à leur encontre conformément aux lois de la République. On poursuit ce journal. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Moïndo Zangui Butondo, est arrivé ce week-end, 14 novembre précisément, à Uvira, province du Sud Kivu, pour une mission d'évaluation des infrastructures agricoles locales. Il a été accueilli à la frontière de Kavivira avant de se rendre à la place Orange dans la commune de Moulongwe en ville d'Uvira, où il s'est adressé à la population de cette partie du territoire national. Il a précisé, je cite, « Je suis heureux d'arriver à Uvira, une ville qui a su faire preuve de résilience », a donc déclaré le ministre d'État, ajoutant que le président Félix Tshisekedi l'a chargé de relancer le secteur agricole dans la région. Le ministre Moïndo Zangui a également indiqué que le gouvernement a déjà investi dans le matériel agricole, notamment des machines de transformation de farine entreposées à la RVA de Bouéguera. Un atelier de renforcement de capacité s'est tenu en ville de Matadi, en province du Congo central, à l'initiative de l'inspection provinciale du Congo central 1. Ces assises avaient comme thème principal leadership du chef d'établissement, atout efficace pour une école innovante. Tous ces responsables des écoles de Matadi ont été regroupés en 2 sites. L'atelier s'est déroulé pendant 2 jours. Suivez. Booster le système éducatif congolais, c'est une préoccupation majeure pour l'inspection principale provinciale du Congo central 1 qui est dirigée par Jacques Mpia Wemba, inspecteur principal provincial IPP. Pour ce faire, un atelier de 2 jours a été organisé à Matadi sur le leadership du chef d'établissement atout efficace pour une école innovante. Plusieurs thèmes ont été développés pour rendre le système éducatif très efficace, notamment
la gestion financière, la gestion du patrimoine et des acquis scolaires, la gestion pédagogique et autres. Nous prenons l'exemple de l'ONDE qui regroupe à son sein l'électricité, la commerciale de gestion, nous avons les sciences et nous avons la section littéraire. Chaque option constitue une unité. Unité d'électricité, unité de commerciale de gestion, unité de sciences et unité de philo-latin. Toutes ces unités ensemble présentent ce qu'on appelle par cellule de base. Et autour de cette cellule, de toutes ces unités, se trouve le chef d'établissement. C'est pratiquement celui qui pilote toutes les unités pédagogiques qui sont à son sein, qui sont dans son école. En cette journée de l'ouverture, l'inspecteur principal provincial Jacques Mpiawemba avait assisté tous les séminaristes en leur expliquant l'importance de ces assises. C'est le ministre provincial de l'Éducation Jean-Jacques Bozy qui a donné le coup d'envoi de ces séminaires. Cet atelier a été organisé en 2 sites à l'Institut Londé pour les conseillers résidents, les chefs d'établissement et les directeurs des études. À l'Institut Boboto pour les directeurs des écoles et ses adjoints. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.